Pour commencer cette épopée marine, nous allons prendre la mer à bord d'un magnifique bateau, un voilier de 5 mâts, réplique exacte d'un célèbre clipper du siècle dernier. Du moins pour l'extérieur, car à l'intérieur ont pris place les technologies les plus modernes. 5 mâts plantés sur 134 mètres de pont en bois, voici le Royal Clipper, le plus grand voilier du monde. Il aura fallu attendre plus d'un siècle pour que renaisse la légende des clippers. Ces voiliers, conçus pour la vitesse, qui partaient chercher de l'or en Californie, du thé en Inde ou encore d'autres denrées rares à travers le monde. Les clippers s'étaient construits au 19e siècle pour rendre plus rapide le transport de passagers vers les mines d'or ou le convoi du thé d'Extrême-Orient jusqu'en Europe. Mais aujourd'hui, la cargaison du Royal Clipper est bien différente. Durant une semaine, des touristes du monde entier embarquent pour parcourir la Méditerranée. Une découverte qui se paye au prix fort, jusqu'à 5 000 € par personne. Il faut dire que les fonds de cale n'ont plus rien à voir avec ceux du passé. Sous la piscine, un atrium de 3 étages, éclairé par les rayons du soleil. Le Royal Clipper est un véritable hôtel de luxe flottant. À son bord, 100 membres d'équipage au service de 200 passagers. Les hôtes privilégiés bercés par la mélodie du piano qui envahit les coursives du bateau et le coin pub, très anglais. Et pour les chambres, suivez le guide. Ici, nous sommes à l'arrière. Parfois, c'est un peu agité, mais c'est l'une des plus confortables. Elle est grande et au calme. Les autres avantages que l'on trouve ici, comme dans les autres cabines, c'est la salle de bain en marbre. Mais celle-ci possède en plus un jacuzzi. En fait, toutes les suites ont un jacuzzi. Marbre, acajou, cuivre, une décoration raffinée qui donne au bateau de faux airs de Titanic. Mais ici, même s'il y a un moteur, le bateau navigue les 3/4 du temps à la voile. Une voilure extrêmement efficace, héritée du savoir-faire des marins du siècle dernier. Pour lever les 5000 mètres carrés des 40 voiles, il aurait fallu autrefois 200 hommes. Aujourd'hui, grâce à des systèmes hydrauliques, une dizaine suffisent. Une fois sous voile, la puissance du bateau est extraordinaire. L'équivalent d'un moteur de 6000 chevaux, celui d'une grosse locomotive électrique. Elle propulse le voilier à près de 40 km/h. On a 2 sortes de voiles. On a les voiles triangulaires qui permettent de prendre le vent dans l'axe du bateau et les voiles carrées sur les vergues qui pendent. L'association de ces 2 types de voiles rend le bateau très efficace. Comme tout voilier, le Royal Clipper peut remonter au vent en se servant de ses voiles triangulaires. Et par vent arrière, il combine la poussée de ses voiles triangulaires avec celle de ses grandes voiles carrées. La puissance est alors maximale. Pour la navigation de nuit, les hommes à la barre disposent des technologies les plus modernes. Good morning. Good morning, good morning. Yes, for your intention there. GPS, radar, échosondeur, détecteurs de brouillard remplacent les instruments de navigation d'antan, comme le sextant. Et comme un avion de ligne, le navire dispose aussi d'un système de pilotage automatique qui se cache derrière cette porte, dans la salle des machines. C'est un système hydraulique qui positionne en permanence le gouvernail du bateau en fonction des indications du radar et du GPS. L'eau potable, quant à elle, n'est plus stockée dans des centaines de tonneaux à fond de cale, mais directement produite à partir de l'eau de mer. On pompe l'eau dans la mer, puis elle passe dans un filtre à sable qui permet une première purification. Ensuite, l'eau va dans une pompe à haute pression et finit dans un microfiltre avant d'être désinfectée pour être bue. Plus de 110 000 litres d'eau potable sont produits ici chaque jour. C'est presque l'équivalent d'une piscine olympique. Entre autres usages, cette eau sert justement à alimenter les 3 piscines du bateau. Des piscines absentes du légendaire Preussen, construit au début du siècle et qui fut le premier 5 mâts de l'histoire. Le Royal Clipper en est, 100 ans plus tard, la fidèle copie. Aujourd'hui encore, quelques funambules grimpent dans la voilure pour y effectuer de délicates réparations. À travers chacun de leurs gestes, renaît une époque de splendeur. Celle des anciens clippers aux lignes de plus en plus fines pour gagner en vitesse.
Mais ces coursiers des mers ont succombé à la concurrence des bateaux à vapeur, plus rapides et plus rentables. Les cracheurs de fumée noire ont eu raison de l'élégance majestueuse de ces voiliers de légende. Le Royal Clipper a été conçu à l'image du Tall Ship Preußen, un voilier datant de 1902. Une nouvelle preuve que l'alliance des technologies du passé avec celle d'aujourd'hui peut donner naissance à de véritables merveilles. Pour se déplacer, un voilier utilise la force du vent et il obéit bien sûr aux lois de la physique, une physique pleine de surprises, dominée par une question vraiment irritante. Mais pourquoi donc un bateau va-t-il plus vite avec un vent de travers qu'avec le vent dans le dos? Comment ça marche? La voile. Lorsque les beaux jours arrivent, quoi de plus agréable pour se promener que de faire un petit tour en mer? Mais attention, pas sur n'importe quel bateau. Même les marins expérimentés, comme cet équipage de sportifs habitués aux régates, consultent la météo, évaluent la force des courants et l'état de la mer. Et bien sûr, l'élément indispensable, c'est le vent, car c'est lui qui fait avancer le bateau. Le premier geste des marins est d'adapter les voiles en fonction de la force des vents et de leur direction. Par vent arrière, on hisse cette voile en forme de ballon, le spi. Mais même avec une très grande surface de voile, sans vent, on reste sur place. Avec un vent arrière, c'est-à-dire soufflant dans l'axe du bateau, la voile se gonfle et très logiquement, le bateau avance. Mais attention, par vent arrière, lorsque l'on rattrape la vitesse du vent, la voile se dégonfle. Résultat, le bateau ralentit. Au final, il n'avance pas plus vite que le vent. Pour accélérer, il faut écarter sa trajectoire de l'axe du vent. La voile se regonfle, le navire repart. C'est dans cette position, appelée grand largue, que le voilier va le plus vite et dépasse la vitesse du vent. Mais au fait, comment le bateau peut-il avancer tout droit avec un vent de côté? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une quille? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il n'avancerait pas dans une autre direction que celle du vent. La quille, ou dérive, a un rôle de contrepoids, mais surtout, elle empêche le voilier de dériver en le positionnant sur un véritable rail. Ainsi, même avec un vent de travers, le bateau trace sa route droit devant. Préparé à virer? Pour changer de direction, on manœuvre une dérive mobile à l'arrière du bateau, le gouvernail. En résumé, si l'on compare le bateau à une voiture, le moteur, ce sont les voiles, les roues et le volant, ce sont la dérive et le gouvernail. Il faut parfois avancer contre le vent, mais comment cela est-il possible? D'un côté, le vent pousse la voile, mais de l'autre côté, le vent dévié crée une dépression. Celle-ci aspire la voile et donc le bateau. Il est facile de constater ce phénomène en soufflant au-dessus d'une feuille de papier. L'air propulsé sur le haut de la feuille crée une dépression qui soulève le papier. En aéronautique, on appelle ça la portance. Préparé à virer? Pareil. Mais attention, le voilier ne peut tout de même pas avancer pile dans l'axe du vent. Par exemple, pour atteindre cette bouée, il doit effectuer des zigzags. On appelle cette manœuvre tirer des bords. Lors des régates, il faut naviguer le plus vite possible. Ce sport impose une très bonne condition physique, mais il stimule aussi l'intelligence. La bonne exploitation des variations du vent et des effets du courant sont autant d'atouts pour gagner des places. À bord, chaque équipier a un rôle bien défini, ce qui nécessite beaucoup d'entraînement. Mais visiblement, certains équipiers semblent très encombrants. Voilà maintenant un bateau extraordinaire, un véritable voilier volant. Son nom, l'Hydroptère. Vous en avez sûrement entendu parler il y a quelques années, mais un grave accident a stoppé net le projet. Aujourd'hui, c'est reparti, découvrez ce bateau à la technologie révolutionnaire. Une grande voile gonflée à bloc, une quille qui culmine à plus de 4 mètres au-dessus des flots, le tout dépassant les 70 km/h, l'Hydroptère est véritablement un voilier d'exception. Nous sommes au large de la Trinité-sur-Mer en Bretagne. À quelques encablures de Belle-Île, le voilier volant signe son grand retour. L'endroit est idéal, le vent est régulier, la mer peu formée. Il aura fallu attendre plus de 3 années pour revoir l'Hydroptère en plein vol. En 1998, tout a failli s'arrêter. Le plan porteur arrière, la pièce maîtresse du bateau, est arraché. Il n'a pas résisté aux 22 tonnes de pression exercées par la mer.
Le crash était inévitable et l'aventure de l'hydroptère stoppée pendant 3 longues années. Le plus difficile après le crash, c'était tout d'abord de ramener le bateau. Parce qu'il était vraiment, c'était l'oiseau blessé, il manquait un foil et on était mal. Et donc ensuite, il y a eu un travail considérable d'effectuer. Petit à petit, on a rebâti le projet et aujourd'hui, on arrive à un voilier qui était déjà très rapide et qui sera fiable, je crois. Nous sommes au chantier de l'Atlantique le 17 juillet 2001. Un mois avant sa sortie en mer, les pièces de la nouvelle version de l'hydroptère sont assemblées ici. Jusque-là, elles étaient dispersées dans des centres de recherche aux 4 coins de la France. Pour Alain Thébault, le skipper, le jour est d'importance. Son rêve de faire voler un bateau peut enfin se poursuivre. Pour cela, des travaux importants ont été engagés. La coque centrale a été renforcée et surtout les ingénieurs ont totalement repensé la pièce défaillante lors de l'accident, le plan porteur arrière. La partie arrière du bateau est composée donc de 2 pièces principales qui sont le safran et le plan porteur. Le safran permet de se diriger dans l'eau et ceci permet dans la première phase de décoller et une fois décollé, maintenir le bateau en vol comme sur un avion. Ici, il ne faut pas se fier aux apparences. Cette pièce à elle seule vaut près de 46 000 €. Elle est issue des dernières recherches en aéronautique. Son galbe s'inspire directement des avions de chasse. Comme eux, l'hydroptère subit également les inconvénients du tourbillon qu'il génère, le vortex. Ici, donc, nous avons la partie arrière qui a été traitée comme sur les avions. Sur les avions, on voit sur les bouts de voilure des effets de vortex, c'est-à-dire des effets de buées d'eau qui sont tourbillonnaires en bout d'aile. Ici, donc, on a limité en faisant 2 arêtes au lieu d'une pointe qui aurait freiné davantage. L'hydroptère se pilote littéralement comme un avion. En agissant sur la gouverne de profondeur, on peut le faire décoller ou atterrir. Et ce, par un simple joystick situé dans le poste de pilotage. Dès qu'on a la vitesse de décollage, 12 nœuds, on cabre la machine. Avec ce joystick, on a une action sur le plan horizontal à l'arrière. Je donne à cabrer, j'abats de 15 degrés. À ce moment-là, l'avant se soulève, je donne à piquer, je continue d'abattre et le bateau part comme un obus. Une fois lancé, l'hydroptère est le seul voilier au monde à accéder à la 3e dimension. Pour la première fois, les marins doivent aussi contrôler l'altitude. À pleine vitesse, seuls 2 mètres carrés de la coque restent en contact avec l'eau. Du coup, les 7 tonnes du bateau reposent entièrement sur ses ailes métalliques, les foils. Ces foils agissent exactement comme des ailes d'avion. Une innovation technologique considérable. En termes scientifiques, quand l'hydroptère avance, la portance est plus forte que la poussée d'Archimède, ce qui veut dire qu'il se comporte plus comme un planeur que comme un bateau. Pour éviter un accident à grande vitesse, le voilier est doté d'une centaine de capteurs disposés aux endroits sensibles. Tous ces capteurs aboutissent dans le centre névralgique du voilier, le cockpit. Un logiciel traite leurs informations et informe l'équipage en temps réel de la bonne marche du bateau. Notre logiciel permet d'une part la visualisation des données, donc pour pouvoir les surveiller en direct. Et si jamais on a une valeur qui dépasse une valeur seuil prédéfinie, nous avons un déclenchement d'alarme et donc déclenchement d'une sirène qui va sur les cockpits au niveau du barreur. En temps réel, le pilote est informé des contraintes. Une aide précieuse car à bord, la tension est considérable. Continue. Ok, vas-y, mule. Ok, c'est parti. Effort contre fiche. Ok, 37 nœuds, c'est bien. Effort contre fiche. Pour sa première sortie depuis 3 ans, l'hydroptère double la vitesse du vent et atteint 41 nœuds, près de 80 km/h. Une performance impressionnante. Mais l'ambition de l'équipage ne s'arrête pas là. En prévision, un record mythique à faire tomber, la traversée de l'Atlantique en moins de 4 jours. Virement de bord, direction le large de Cherbourg, à la découverte d'une épave d'un bateau de la guerre de Sécession. La guerre de Sécession, vous le savez, a opposé le nord et le sud des États-Unis de 1861 à 1865. Alors que faisait ce bateau à Cherbourg, c'est une histoire étonnante. Regardez. Des plongeurs français ont rendez-vous avec l'histoire américaine. Au bout de cette corde, à 60 mètres de profondeur, repose une épave vieille de près de 150 ans. Nous sommes au large de Cherbourg et c'est pourtant ici, en juin 1864, que s'est déroulé un important épisode de la guerre de Sécession.
Une guerre civile américaine au cours de laquelle les États du Nord vont affronter ceux du Sud sur terre, mais aussi sur mer, comme le prouve ce vieux canon posé sur le sable. Un des rares vestiges de cette bataille navale exceptionnelle. Ce canon appartient au CSS Alabama, un magnifique 3-mâts de 71 mètres équipé de 8 canons, le fleuron de la flotte sudiste. Sa coque de bois a aujourd'hui pratiquement disparu, mais il reste encore autour de l'épave de nombreux témoignages de ce que furent ce navire et cette bataille. 19 juin 2001, le Vulcain embarque le groupe de plongeurs des mineurs de la Manche. Une mission d'exception pour ces hommes de la Marine nationale, remonter un des 8 canons de l'Alabama pour le compte d'une association américaine. Si on a accepté de faire cette mission, c'est parce que ça revêt un grand intérêt au niveau de l'entraînement. C'est une opération qui se déroule à 60 mètres de profondeur, avec des travaux sous-marins à faire. Donc pour nous, un très bon entraînement. Dernière recommandation, même si les plongeurs connaissent ces opérations sur le bout des doigts. Depuis la découverte de l'épave en 1984, ils sont partie prenante dans les fouilles archéologiques du CSS Alabama. Malgré tout, plonger à 60 mètres de profondeur, même pour des professionnels, n'est pas sans danger. Au fond de la mer, ils ne pourront pas travailler plus de 20 minutes. Tout doit être précis. Aucune erreur n'est permise. Leur mission, accrocher 2 vaches au canon. Les vaches, ce sont ces gros ballons noirs. On les gonfle d'air et l'on remonte ainsi des objets qui peuvent peser plusieurs tonnes. Pour les plongeurs, le spectacle est impressionnant, même si l'épave est très dégradée. C'est un bateau en bois. Il est relativement disloqué quand même sur le fond. Seules les grosses pièces métalliques sont restées en bon état. Comme le canon. Comme le canon, une cheminée, l'ancre également. Oh, c'est une belle épave. Après 137 ans sous l'eau, le canon retrouve la surface. Sa taille est exceptionnelle pour l'époque. Rien d'étonnant. Le CSS Alabama n'est pas un bateau commun. Il a été construit en Angleterre en 1862, une période où la navigation passe de la voile à la vapeur. En 22 mois de carrière, il va détruire, capturer ou rançonner 64 navires. L'Alabama et ses 8 canons deviennent la terreur des nordistes. En juin 1864, il est à Cherbourg pour des réparations. Mais à peine a-t-il accosté qu'un navire ennemi apparaît au large de la rade. Le duel est inévitable. D'autant, comme le précise cette historienne, que les 2 capitaines se haïssent. Il se trouvait que les 2 hommes, les 2 commandants se connaissaient fort bien et se détestaient. Alors Semmes a décidé d'annuler sa demande de réparation et de sortir livrer bataille. Des milliers de curieux sont venus de toute la France, mais aussi d'Angleterre pour assister au spectacle. Le combat d'artillerie va durer 70 minutes. À l'issue de ce duel, le CSS Alabama est mortellement frappé par un boulet adverse. Il coule très rapidement. La perte de l'Alabama a été pour le Sud le commencement de la fin. Beaucoup de gens se rendaient fort bien compte que la guerre était perdue, risquait fort d'être perdue. Avec la perte de l'Alabama, qui avait eu une carrière si éblouissante, si extraordinaire, eh bien, on a commencé à perdre espoir. Un épisode de la guerre de sécession s'est donc déroulé à quelques centaines de mètres des côtes françaises. Les vestiges de l'Alabama sont là pour en témoigner. Plus de 200 pièces ont déjà été repêchées. Certaines trouveront leur place dans la future cité de la mer à Cherbourg. Mais cette campagne d'archéologie sous-marine sera sans doute la dernière. Les restes du navire sommeilleront alors au fond de la mer pour l'éternité. Vous connaissez les simulateurs de voitures, les simulateurs d'avions. Nous allons maintenant découvrir un des premiers simulateurs de bateaux. Il se trouve à Brest, où il sert à l'instruction des élèves officiers, et vous allez voir, il est si perfectionné que certains d'entre eux y ont eu le mal de mer. Chaque année, l'école navale de Brest forme 450 nouveaux officiers de marine. Bâbord, règle arrière 2. Tout. Bâbord, stoppé. Un jour ou l'autre, ces hommes seront amenés à commander un bateau de guerre dans toutes les missions confiées à la marine nationale. Opérations militaires, sauvetage ou surveillance maritime. En attendant, les élèves doivent apprendre l'art de la navigation, un art qui ne s'improvise pas. Encadrés par des instructeurs, ces élèves officiers effectuent leur première corvette, autrement dit leur première sortie en mer.
Ils sont pour cela à bord d'un bateau-école, le Tigre. Départ pour Brest, direction Cherbourg, le long des côtes de Bretagne. La plupart n'ont encore jamais fait ce parcours, mais pourtant, tous le connaissent déjà sur le bout des doigts. Ils ont eu les cours théoriques et une pré-corvette sur simulateur. Et là, on est en train de valider en fait tous ces acquis, la formation théorique qui leur a été donnée pour la navigation côtière. Ce simulateur, le voici. Installé au sein de l'école navale de Brest, c'est le plus grand et le plus puissant d'Europe. Avant d'embarquer, tous les élèves officiers y effectuent une semaine de navigation virtuelle. Dans cette cabine de pilotage grandeur nature, la passerelle, tout est reproduit à l'identique. Tout autour, des écrans géants simulent l'environnement maritime. Aujourd'hui, donc, on va faire la sortie du port de Brest, appareillage du port de Brest, en vue de la sortie que vous aurez la semaine prochaine sur les bâtiments écoles. Donc on va faire le Goulet Passe Nord, puis ensuite le chenal du Four. Les informaticiens ont modélisé les côtes de Bretagne avec tous les détails utiles à la navigation. Les bouées et les phares sont fidèlement reproduits. Ici, le phare du Petit Minou qui marque la sortie de la rade de Brest. Son emplacement dans le paysage a été respecté au mètre près. Et pour pimenter l'exercice, les instructeurs peuvent aussi faire naviguer d'autres bateaux dans le voisinage. On croise un bâtiment qui est un petit bâtiment de pêche, enfin un gros bâtiment de pêche, qui rentre sur le port de Brest, qui ne présente pas de danger dans la simulation, mais qui reproduit exactement ce qu'on pourrait trouver dans la réalité, avec les réactions qui seraient imposées à la personne qui a la manœuvre dans le quart. Radar, poste de barre, compas de relèvement, les élèves retrouvent tous les instruments qu'ils utiliseront une fois en mer. Et pour créer des conditions de navigation les plus réalistes possibles, les instructeurs peuvent jouer à l'infini sur différents paramètres. C'est ici, dans le poste de contrôle, que l'on programme les séances de simulateur. 35 types de bateaux sont stockés dans la mémoire des ordinateurs. D'un simple clic, une frégate se transforme en porte-avions et le porte-avions en aviso-escorteur. Reste à choisir les conditions météo. PC de passerelle 1. Oui, reçu de PC. Je te demanderai de me mettre un vent de l'est pour 12 nœuds, un courant portant au nord 1 nœud et me mettre des creux de 1 mètre à 1,50 m. En quelques secondes, la paisible passerelle est jetée dans la tempête. Pour donner la sensation du mouvement, le simulateur utilise uniquement des effets vidéo. En réalité, la cabine de pilotage ne bouge pas. Mais l'illusion est totale, grâce aux écrans géants et aux 10 rétroprojecteurs qui reconstituent le paysage sur 300 degrés et reproduisent exactement ce que l'on voit d'un vrai bateau soumis à une vraie houle. Regardez, il y a de quoi avoir le mal de mer. En fait, la première fois qu'on monte dans le simulateur, on s'y croit vraiment, on voit l'état de la mer et on a l'impression que le bateau bouge alors que la passerelle reste fixe. Donc on compense un petit peu avec les jambes. Et c'est vrai que ça donne un peu le mal de mer. On a un peu mal au cœur en sortant d'ici. Et pour aiguiser les réflexes des élèves officiers, le simulateur permet d'aborder tous les types de situations sans être soumis aux aléas de la vraie météo. Ici, un brouillard à couper au couteau, comme on n'en rencontre qu'une seule fois dans sa vie de marin. Impressionnant, même si cela ne remplace pas complètement le contact direct avec l'élément. On a le vent, on a la mer, on a le courant, et il y a le facteur stress aussi. Maintenant, là, on a un bateau sous les pieds, dans les mains, je dirais presque, et il faut y faire très attention. C'est clair, le droit à l'erreur n'existe pas. Parsemées de redoutables récifs et de violents courants, les côtes bretonnes comptent parmi les plus dangereuses de France. Mais après une semaine de simulateur, les élèves officiers ont acquis une sorte d'expérience minimum. De quoi en tout cas rassurer les responsables du bateau-école sur les compétences de leur poulain. Il y a un petit temps d'adaptation, quelques heures ou quelques minutes, le temps de reprendre ses repères, mais très rapidement, on va pouvoir leur en demander beaucoup plus que s'il n'y avait pas eu ce simulateur. Lancées il y a 3 ans à peine, les formations sur simulateur donnent des résultats encourageants. Les élèves officiers acquièrent plus rapidement les réflexes nécessaires au commandement d'un bateau de guerre. Une fois de plus, grâce à la simulation, bien des erreurs, des tâtonnements et parfois même des manœuvres dangereuses auront été évitées. Un entraînement qui, espérons-le, pourra éviter de nombreux drames maritimes. Si nous trouvons tous les jours du poisson frais chez notre poissonnier, c'est grâce aux pêcheurs et à leur machine spécialisée dans le ramassage du poisson, le chalutier. Comment ça marche? Rendez-vous au bateau qui flotte. Là, je suis là. Chalutier.
bateau de pêche utilisant un chalut. C'est autour de l'utilisation de ce filet que s'organise le bateau. La vie de notre chalutier dépend largement des conditions météorologiques et des marées, car à marée basse, le bateau est bloqué à quai. Prévision pour vendredi, régime anticyclonique de nord à nord-est. Si une radio fournit les bulletins météo, rien ne vaut la connaissance de la mer pour juger de la route à prendre tout en respectant les règles de navigation. Parti pour 10 heures de mer, le pêcheur va devoir repérer les bancs de poissons. Devant lui, il a plusieurs appareils essentiels à la navigation. Un radar, grâce à une antenne fixée sur le toit, repère tout ce qui est présent à la surface de l'eau, la côte ou les autres embarcations. Et il calcule la distance qui les sépare du chalutier. Le système GPS de repérage par satellite donne à chaque instant la position géographique du bateau. Il est raccordé à un ordinateur qui possède dans sa mémoire des cartes marines. Ainsi, le pêcheur voit exactement où se trouve son bateau, symbolisé par le triangle au centre de l'écran. Et il peut garder en mémoire les trajets traversant des zones riches en poissons. Ouais, alors là, c'est l'accélération, patron. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, prenez la barre, ouais. Pas de conneries, hein. Allonge. Ouais. Enfin, un sondeur, dont le capteur se trouve sous le bateau, permet de connaître la profondeur et la nature du fond, et donc des espèces qu'on risque d'y trouver. C'est le moment de larguer le chalut attaché sur un portique à l'arrière du bateau. Le chalut est un filet en forme d'entonnoir géant. Pour le maintenir ouvert, des bouées sont attachées à son bord supérieur et de gros panneaux métalliques les maintiennent écartés. Pendant plus d'une heure, il va racler le fond, piégeant tout ce qui s'y trouve. Cette technique de pêche est très efficace. Inconvénient, elle est très agressive pour le milieu marin. Enfin, le filet est remonté à bord à l'aide de treuils. Il est ouvert par son fond. Comme au cours du chalutage, le filet a emporté tout ce qui était sur son chemin, le poisson est enseveli sous de la boue avec d'autres animaux. C'est la saison des poissons plats, tels que les sols. Ils sont particulièrement recherchés car ils se vendent à bon prix. Dans un premier temps, le poisson pêché est trié et placé dans des bacs en fonction de l'espèce. Certains, comme la sole, sont immédiatement vidés car leurs viscères pourraient endommager la chair. Tout ce qui n'intéresse pas le pêcheur est rejeté à la mer. Sur le chemin du retour, le pêcheur nettoie son filet en le traînant à la surface de l'eau. Arrivé au port, il se rendra à la criée pour y vendre sa pêche. Mais cette fois-ci, sans ses deux apprentis. Un paquebot, c'est plusieurs milliers de personnes enfermées dans une grosse boîte en métal qui dorment, mangent, boivent, se lavent, s'amusent, comme dans une véritable ville. Quelles sont les techniques cachées dans les entrailles du bateau qui permettent de satisfaire les besoins des passagers? Comment naviguent-ils? Découvrez les paquebots, ces géants des mers. Les paquebots de croisière sont de véritables clubs de vacances flottants. Et pour un séjour réussi, il faut à la fois du dépaysement, du sport, de la fête et du confort. À ces exigences multiples, les fabricants ont répondu par des techniques de pointe. Désormais, 11 mois suffisent pour construire l'un de ces nouveaux monstres des océans. Première innovation, le mal de mer n'existe plus. Celui-ci est dû à la houle qui frappe la coque, faisant rouler le bateau et vos estomacs. Grâce à un système anti-roulis qui équipe aujourd'hui tous les navires de croisière, vous ne serez plus jamais malade en mer. Des ailerons stabilisateurs d'une envergure de 4 mètres se déplient de chaque côté de la coque pour compenser le roulis du bateau. Autre grand ennemi des paquebots, le feu. Sur le Mistral, la moindre flamme est détectée dès son apparition. Toute la surveillance du navire s'effectue depuis la timonerie, le royaume du commandant.
Sur ces panneaux, on contrôle 340 portes coupe-feu et un système d'extinction par vaporisation d'eau. Inimaginable il y a quelques années encore. Et ici, vous avez à la fois l'indication de la zone, mais aussi le numéro de la cabine. Donc vous savez tout de suite où est le feu, ce qui est très important. Et ça, c'est un énorme progrès. Parce qu'avant, je veux dire, il n'y a pas très longtemps, où c'était dans une zone, vous savez, à la limite, si c'était à bâbord ou tribord, à la limite, si c'était un groupe de 5-6 cabines, donc vous perdiez forcément quelques secondes qui sont très indispensables sur un navire. Les exemples abondent de navires échoués pour cause de défaillance humaine. C'est pourquoi la barre d'antan a bien changé. Maintenant, vous n'avez plus qu'un petit volant minuscule, quoi. La barre, on l'utilise maintenant quand on est à l'approche des ports, quand on est dans une zone dangereuse, dite dangereuse. Donc à ce moment-là, effectivement, on met un homme à la barre. Autrement, vous avez un pilotage automatique. Sauf exception, les navires de croisière comme le Mistral sont donc entièrement automatiques grâce à des instruments ultra perfectionnés. Dernière révolution, les techniques d'orientation et de positionnement. Avec les satellites, on peut désormais situer le navire à 1 mètre près. Le risque de collision est donc quasiment nul. Nous sommes à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique. Ici, plus de 4000 personnes travaillent à la conception et à la réalisation de paquebots de croisière, comme le Mistral. Avec ses 30 ans de maison, Bernard Bribard est le guide officiel des chantiers. Les grandes étapes de la construction d'un navire n'ont plus de secret pour lui. Alors ces tôles, vous voyez, ne sont pas tellement épaisses. Hein. Une coque de navire fait à peu près dans les 20-25 mm. Il faut que le navire ait une certaine souplesse. Il ne faut pas qu'il se casse, etc. Il faut une certaine souplesse. Sur une maquette d'1 mètre de long, la coque serait aussi fine que du papier à cigarette. Pas de panique, les paquebots d'aujourd'hui ne naviguent plus au milieu des icebergs de l'Atlantique Nord. Le Mistral est conçu exclusivement pour voguer en Méditerranée et dans les Caraïbes. De plus, l'épaisseur de la tôle ou la qualité de l'acier ne sont pas le fruit du hasard. Tout a été calculé en amont dans le bureau d'études des chantiers. Les ordinateurs équipés de logiciels super puissants sont capables de concevoir un navire sur mesure. Tout est prévu pour assurer une sécurité maximale. Ici, on simule son passage sur une vague géante, 20 mètres, un immeuble de 8 étages. Le navire passe sur une vague qu'il est censé rencontrer une fois dans sa vie, c'est la vague séculaire. Et par ce calcul, on sait déterminer la structure nécessaire pour que le navire ne casse pas lorsqu'il passera sur cette vague. Le navire se déforme pour encaisser le choc. Le mouvement est exagéré 100 fois. On passe donc de l'état du navire au repos en bleu, avec un état, donc le navire déformé sur la vague. Et chaque fois qu'il y a de la couleur, c'est qu'il y a des efforts. Ici, les zones rouges sont des zones donc très sollicitées, qui ont été renforcées par de l'acier haute résistance. Le Mistral a bénéficié de cette technologie de pointe. Chaque partie du bateau est dessinée sur ordinateur. Les formes et les dimensions sont directement transmises à cette machine qui découpe les pièces une par une. Pour cela, elles sont plongées dans l'eau et ciselées grâce à un chalumeau géant. La flamme, d'une température de 15 000 degrés, taille l'acier jusqu'à 3 cm d'épaisseur au millimètre près. C'est un paquebot en dentelle. Vous voyez le nombre de pièces qu'il faut pour faire un paquebot. Chaque pièce a été marquée, chaque pièce est référencée. Comme ça, on est sûr de ne pas la perdre. 80 000 pièces, un puzzle géant pour construire le Mistral. Mais il reste encore toutes les surfaces courbées, comme la coque fabriquée ici. Dans cet atelier, on presse les pièces à froid pour leur donner la bonne courbure. Ensuite, elles sont assemblées par des robots soudeurs, même si l'intervention de l'homme est obligatoire pour l'assemblage des grands blocs. Le bateau prend forme. Voici par exemple l'élément avant avec son immense bulbe qui facilite la pénétration dans l'eau. Cette pièce de 71 tonnes, par exemple, on voit très bien l'endroit où elle va venir se fixer lorsque le navire sera en construction. Vous voyez, les deux pièces s'assemblent vraiment. Des pièces géantes de 500 tonnes pour une largeur maximum de 32 mètres, l'équivalent du canal de Panama. Ces blocs vont être transportés par des camions et des portiques spéciaux jusqu'à l'aire d'assemblage. Sur cet espace de près d'1 kilomètre de long, 2 paquebots sont actuellement en chantier. Ces blocs vont être pris par les portiques, un portique de 250 tonnes, un autre portique de 750 tonnes, et on va les transporter, on va les mettre dans la ligne de construction. Et après, on va assembler tous les blocs les uns aux autres, et on aura la construction d'un navire. C'est un véritable jeu de Lego.
Dans la ligne de construction, on termine la structure métallique d'un paquebot de croisière. À l'intérieur, on est encore loin des finitions. Vous voyez quand même, on a quand même pas mal de câbles. Hein. Sur un navire comme ça, vous devez avoir 500 à 600 km de câbles. C'est aussi à cette étape qu'on installe les moteurs, les hélices et les gouvernails. Dernière soudure, première couche de peinture, la coque est bientôt prête. Dès que le navire peut flotter, la cale de construction est inondée. C'est l'émotion de la première mise à l'eau et l'occasion de vérifier la flottaison et les moteurs. Le paquebot peut être transféré dans le bassin d'armement, c'est là que se trouve le Mistral. 800 hommes travaillent actuellement à bord du navire. Après 8 mois d'efforts, c'est la dernière étape, l'aménagement intérieur. Soudeurs, peintres, électriciens, mais aussi ébénistes, miroitiers ou poseurs de moquettes, tous les métiers sont représentés. Un mois avant son baptême, voici en avant-première la visite de ce paquebot entièrement conçu pour séduire ses 1200 passagers. À son bord, ils pourront profiter de tous les avantages d'un club de vacances. Piscine, salle de spectacle et même discothèque. Les vraies cabines arrivent en kit en fin de construction. En attendant, on visite les cabines témoins des prototypes. La cabine suite avec mini balcon, avec un sofa convertible et l'accès au balcon par le biais, dès que je vais y arriver, avec vue sur mer. Pour la vue sur la mer, il faut encore un peu de patience. Des cabines lumineuses, une large palette d'équipements de loisirs, une sécurité à toute épreuve, les paquebots de croisière ont misé sur les nouvelles techniques pour atteindre leur objectif, séduire une clientèle jeune. En 15 ans, l'âge moyen d'un passager de croisière est déjà passé de 60 ans à 45 ans. L'avenir de ces palaces flottants est assuré. Maintenant que vous en savez plus sur les bateaux, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.